Alors, rebonjour. Je vais pas dire ça à chaque fois, mais désolé. Alors, nous allons accueillir maintenant Fabien, qui va nous parler de comment se débarrasser des full page writes. C'est même un rêve, un truc. Comment le faire, c'est vraiment intriguant. On va voir un peu l'aspect universitaire à ce niveau-là. Et du coup, je vais laisser Fabien se présenter. À toi l'honneur. Merci. Je ne sais pas, vous m'entendez? Ok. Donc, je m'appelle Fabien Collot, je suis prof. Je suis contributeur occasionnel de Postgres depuis une vingtaine d'années. Et donc, je vais vous parler de Full Page Write, voilà, c'est la présentation qui apparaît. Donc, hier, on a eu une présentation surtout sur Max Connection. Donc là, vous aurez tout sur Full Page Write. Et comme il n'y a que deux valeurs possibles, il faut quand même tenir 30 minutes, mais c'est possible, vous allez voir. Ok, et les slides sont en anglais, je suis désolé, parce que je les ai fait en anglais, à part la date que j'ai écrit en français, mais sinon ça traîne en anglais, donc je suis confus. Rassurez-vous, j'ai un plan. Je vais quelque part. Hop. Donc ce qui m'intéressait, c'était les performances de transactions avec une charge importante en utilisant PGBench et en utilisant le script par défaut de PGBench qui s'appelle TPCB-like, là dont je vais parler après, dont je pense beaucoup de mal, mais c'est celui-là que j'ai utilisé. Et j'ai deux questions auxquelles je souhaitais répondre. Enfin, il y avait d'autres questions, mais notamment ces deux questions-là, sur l'impact sur les performances de différents types de redondance. Redondance d'écriture, parce qu'on écrit à plusieurs endroits au cas où on ait un accident, et puis redondance quand on a de la réplication, par exemple. Et dans ces contextes-là, de savoir quelle est la capacité de Postgres de maintenir un régime permanent, c'est-à-dire de pouvoir assurer un régime continu de transactions, quoi qu'il se passe, malgré les variations diverses et variées qui peuvent se passer au cours d'un bench. Les benches ont utilisé du matériel virtuel AWS, 5e génération, compute intensive, à base de processeurs AMD pour des bêtes questions financières, parce que ça coûtait moins cher et je pouvais avoir des spot instances pas chers et que du coup ça m'arrangeait pour faire des tests. Du storage par bloc. En général, j'ai mis donc différentes tailles de serveurs, mais en général, il y a 8 connexions par serveur, ce qui me semble beaucoup, mais c'était ça qui donnait les meilleurs perfs. C'était du Postgres 15 quand j'ai fait ça, avec ou sans réplication, on reviendra là-dessus. Et puis deux types de bench, le bench TPCB classique de PGBench, qui est en SQL avec des requêtes qui sont envoyées, plusieurs séries de requêtes envoyées. Et puis exactement la même chose, mais sous forme d'une seule fonction PL, PGSQL, et du coup il y a un seul aller-retour, et ça fait exactement la même chose, c'est les mêmes données qui sont stockées. Des runs d'1 heure, fill factor de 98%, ce qui veut dire qu'il y a de la place pour qu'on puisse faire une mise à jour en place, c'est-à-dire quand on efface un tuple, le nouveau tuple peut rester dans la même page, et donc normalement ça élimine une partie des écritures. Alors quand on fait des tests de performance, les performances vont être limitées par quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être des choses auxquelles on s'attend, donc peut-être c'est la CPU, voilà, tous les processeurs sont saturés, ils pédalent, et du coup, je peux pas si j'avais plus de CPU, j'irais plus vite. Mais ça peut être aussi les accès réseau. Je reçois des données des clients, et peut-être c'est ça qui limite mes performances, parce que je pourrais faire plus de choses si j'avais plus de requêtes de mes clients. Ça peut être les entrées-sorties, par exemple, vers le disque. Soit en débit, soit en latence. C'est-à-dire que je vais chercher une donnée et tant que cette donnée n'est pas arrivée, je ne sais pas ce que je vais faire après. Et donc, du coup, je ne peux pas continuer de travailler parce que j'attends cette donnée. Donc, on est limité par des attentes de retour de latence qui viennent du disque. Ça peut être des limites mémoire. Donc, je n'ai pas assez de mémoire. En général, ça va dire qu'on va écrire sur disque de manière intempestive. Et donc, du coup, ça va se traduire en problème d'I/O. Donc, ça, c'est les limites de performance classiques, et puis des fois, les limites de performance, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est le client n'arrive pas à envoyer des requêtes parce que je n'ai pas mis assez de CPU pour les clients. Et donc, du coup, le bench mesure la capacité de PGBench à tourner sur un truc, ça ne sert à rien. J'ai déjà eu des benches qui étaient limités par la capacité à écrire des messages d'erreur dans des fichiers de log, parce qu'il y avait un flux de plein de requêtes qui font plein de warnings, qui remplissent le fichier de log, et c'est ça qui limitait les perfs. Donc, quelque part, vous allez atteindre une limite. Vous espérez que c'est une limite rationnelle dans la première ligne, là, mais des fois, c'est n'importe quoi. Et par contre, ça limite vos performances.
Donc premier test, donc TPC bench, enfin TPCB like, 512 clients, donc on est sur une machine avec 64 cœurs, 128 Go. Je fais 3 runs, 16 threads, 512 connexions pendant 1 heure, je l'ai déjà dit. La taille des données, c'est 2000, avec la variante SQL, la variante PL, PGSQL. Les données font grossièrement une trentaine de gigas, donc ça tient tout tranquillement en mémoire, donc c'est des bonnes conditions. Premier résultat, à la fin de cette longue exécution de 3600 secondes, eh bien, j'ai les milliers de transactions par seconde, donc un peu plus de 47 000 transactions par seconde pour la version SQL et 55 900 pour la version avec PL PGSQL. Donc premier truc que vous pouvez garder, c'est que si vous pouvez vous fatiguer à faire une fonction PL PGSQL, vous pouvez gagner 20% de perf ou 15% de perf, donc c'est pas mal. Donc 200 millions de transactions qui se sont déroulées en 1 heure. Alors après, on peut regarder un peu les chiffres qui sont écrits autour là, de ce résumé qui est à la fin du run de PGBench. Alors j'ai la latence. Alors en fait, la latence, là, elle n'apporte aucune information particulière parce que je suis sur un run qui est au maximum de la vitesse, pied au plancher. J'ai 512 connexions qui font de l'ordre de 50 000 transactions. Donc il y a 100 transactions par connexion par seconde. Et donc en moyenne, j'ai 10 millisecondes pour chaque transaction. Donc en fait, là, j'ai dit exactement la même information. Par contre, juste à côté, il y a un chiffre un peu plus intéressant qui est l'écart type. Et là, l'écart type, il est plus grand que la moyenne, ce qui suggère qu'il y a des variations assez importantes. Et s'il y a des variations assez importantes, ça vaut peut-être le coup d'investiguer. Voilà. Et donc, on va investiguer, parce que vous en êtes curieux. Alors, c'est quoi l'investigation? Ça va être regarder les transactions par seconde, pas au bout d'1 heure, mais toutes les secondes. Voilà. Donc on peut avoir un progress report avec PGBench. Et donc si j'affiche ces transactions par seconde, et ben j'ai ça. Et ça, la moyenne, ça fait bien 47 700 à gauche et 55 900 à droite. Sauf que c'est des grosses variations de régime, de changement de régime au cours de l'histoire de ce run. Et là, ce qu'on voit bien, c'est que j'ai 4 cycles ici, donc de 15 minutes. D'ailleurs, c'est mon checkpoint, et donc j'ai des checkpoints de 15 minutes, et à chaque démarrage de chaque checkpoint, j'ai un léger effondrement des performances. Alors, pour analyser ça, moi, ce que j'aime bien, c'est classer les performances par performance croissante. Donc, je reclasse toutes les secondes, et ça va permettre de voir les différents régimes. Alors, donc, si on fait ça, on a ces 2 courbes. Donc ici, on voit qu'on a un régime permanent pendant 2/3 du temps, environ 65 000 transactions par seconde. Et puis après, pendant 40% du temps, on a un peu toutes les performances, y compris 0, qui peuvent arriver occasionnellement. Et à droite, on est plutôt à 80 000 transactions par seconde, avec, pareil, 40% du temps, un écroulement des performances qui peuvent être assez bonnes quand même, 50 000 ça va, mais qui peuvent être occasionnellement très faibles. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc là, du coup, il y a quand même une morale. Toujours regarder, ne faites jamais confiance aux moyennes, toujours regarder les détails, visualiser vos performances en détail. Les trucs agrégés, ça ne montre rien. Ça montre des moyennes, et moyennes, c'est peu informatif. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a des pages qui vont être écrites sur le disque, et je vais essayer d'expliquer ça avec un beau dessin. Donc, les données, donc les pages de Postgres stockent les informations. Elles peuvent être dans l'espace data, c'est-à-dire sur le disque, les fichiers avec les tables et les index. Elles vont monter en mémoire pour travailler dessus. Et puis, de temps en temps, elles vont être écrites dans le wall, parce que quand je fais une écriture, j'ai peur d'effacer les données, etc. Et donc, du coup, j'ai besoin de me protéger. Donc là, on est dans l'état initial. On démarre. On a un premier worker qui arrive, qui veut modifier une donnée qui est dans la page rouge. Donc, j'ai que 3 pages, ça va simplifier un peu les dessins. Et donc, du coup, cette page, elle va changer d'état. Donc, elle passe dans l'état 1. Et donc, le worker, il charge, donc on a un accès disque, enfin un accès aux données, au stockage, pour récupérer la page en mémoire. Donc on a un load. On modifie la page, et puis on va écrire dans le fichier wall un delta, donc un tout petit truc qui décrit la modification. Voilà. On a un deuxième worker qui se trouve
va éditer la page verte, un troisième worker qui édite la page bleue. Et donc dans le wall, on a écrit des petits deltas. On a les données dans le disque sont toujours les mêmes, elles n'ont pas bougé depuis le démarrage. Et par contre, les données en mémoire, dans le shared memory, sont à jour. Et puis, démarrage du checkpoint. Qu'est-ce que va faire le checkpoint? Le checkpoint, il fait des efforts, il essaye d'être intelligent. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prévoir d'échelonner sur une période, donc dans mon exemple, c'était de 15 minutes, les différentes écritures de pages qu'il doit faire. Donc, il ne va pas décider d'écrire comme une brute, etc. Il va faire ça tranquillement. Donc, il va choisir un truc régulier et puis il va avancer régulièrement dans l'écriture de ces pages. Donc, je vais avoir 3 pages à écrire, donc je vais avoir 3 instants quelque part où je vais aller écrire ces pages. Alors, c'est pas, dans la réalité, c'est des paquets de pages qui sont écrits, etc. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est ça. Cependant, les workers, ils vont continuer de travailler. On n'a pas éteint la base de données pendant qu'on fait le checkpoint. Et donc, on a les transactions qui tournent en parallèle. Alors, premier instant de checkpoint. Donc là, le checkpointer veut remplacer la page dans data par la nouvelle version qui est en mémoire. Sauf que s'il fait ça, il craint de bousiller cette page-là. Et donc, si on bousille la page 0, ben en fait, le delta ici, il ne sert à rien parce que c'est un delta par rapport à la page 0. Et donc, du coup, on risque de perdre des données en cas d'écrasement de cette page si la sauvegarde se passe mal. Donc, en fait, on ne va pas faire une écriture, mais 2 écritures. On va écrire la page dans le fichier wall. On s'assure que la page est sauvegardée. Puis, on écrit dans l'espace donné. Et si ça plante, ce n'est pas grave parce que j'ai écrit dans le fichier wall et le fichier wall m'a dit qu'il était bien écrit, que c'était sauvegardé, etc. Donc, je suis safe. Ce fait de mettre cette page entière-là, c'est le full page write. Okay, donc j'écris les pages avant de les écrire dans l'espace donné, je les écris dans le wall. Ensuite, j'ai un worker qui arrive sur sa même page et qui décide de la modifier, même chose qu'ici. Il va mettre son petit delta dans le fichier wall et puis il va modifier la page en mémoire. Et puis là, j'ai un deuxième worker qui arrive et qui veut modifier une page qui n'est pas encore écrite, pas encore sauvegardée. Et donc là, ce que va faire le worker, c'est qu'il va prendre cette page initiale et il va l'envoyer dans le wall complète. Alors, elle aurait été écrite, mais plus tard, normalement. Il va la mettre en avance et puis il va mettre son petit delta à côté. Donc du coup, on a une écriture de page dans le fichier wall qui est avancée par rapport à ce qu'on attendait. Voilà. Et s'ils sont nombreux en début de checkpoint à faire ça, ben, tout le monde commence à écrire des pages entières dans le fichier de wall, ce qui va être notre problème principal. Ensuite, j'ai le checkpoint point suivant qui arrive, donc qui écrit la page d'abord dans le fichier wall, puis dans l'espace data. Et ensuite, j'ai des workers qui continuent d'éditer les données. Et enfin, dernière intervention du checkpointer. Alors lui, bah, la sauvegarde de la page a déjà eu lieu, donc il n'est pas obligé de le faire. Et il va aller écrire la page en état, normalement, ici. Voilà. Et donc, du coup, dans le fichier wall, j'ai toutes les données. Et si je reprends le fichier wall à partir de 0, je peux tout rejouer. Et si je reprends à partir de là, je peux rejouer. Et j'ai l'état 1, j'ai le différentiel 2, etc. Donc, je peux réavancer et refaire tous les états intermédiaires si j'ai envie de faire du point-in-time recovery. OK, donc le problème, c'est quoi? C'est pas tant le full page write, c'est le full page write qui a lieu de manière désordonnée, c'est-à-dire où on a en début de checkpoint plein de full page write qui arrivent dans le wall. Et donc ça, c'est les workers qui arrivent statistiquement sur des nouvelles pages qui n'ont pas encore été écrites, du coup qui font ce early full page write. La conséquence sur la charge du wall, c'est qu'au lieu d'écrire des deltas, on va écrire des pages entières. Et donc l'impact sur le volume de données wall est la taille d'une page au lieu d'avoir la taille d'un delta. Et donc on a un rapport P sur delta. L'impact sur les performances, c'est que dans le régime permanent en haut, on était CPU bound, c'est-à-dire c'est le process, c'est la CPU qui limitait les performances. Au moment où on va multiplier par ce facteur-là, le wall, c'est plus du tout la CPU qui va limiter les performances, ça va être les entrées-sorties. Et du coup, ça va réduire d'autant les TPS qui vont pouvoir être écrits. Alors, application numérique, c'est le côté prof, hein, je suis désolé. Donc, P égale 8 kilooctets.
Delta, on va dire que c'est à peu près 100 octets pour PGBench, TPCB. Et donc, P sur delta, c'est 80. Donc, on se prend dans la figure x 80. Il y a une partie de ce x 80 qui est absorbée parce que peut-être on avait de la réserve de bande passante vers le disque. Donc, du coup, on absorbe une partie. Et puis, ce qu'on n'absorbe pas, eh ben, c'est les TPS qui descendent. OK. Alors, on va réfléchir. Donc, on a une formule de mathématiques, P sur delta. Et donc, je propose un brainstorming sur qu'est-ce qu'on peut faire sur une formule comme ça. Et je suis très gentil, donc je vais vous aider. Première information, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur delta, parce que delta, c'est vos données. Voilà, donc delta, il ne va pas changer. Donc, vous n'avez pas le droit de toucher à delta, en tout cas en première approximation, même en deuxième. Et donc, je vous écoute, et là, c'est le moment où vous travaillez. On dirait mes élèves. OK. On peut, les pages, qu'est-ce qu'on peut faire? Les pré-créer. Ben, elles existent déjà, en fait, elles sont déjà en mémoire. Donc, à les créer à l'avance pour commencer à les écrire avant? Ouais, je ne sais pas. Ah, on a fait. Alors, on accepte la corruption. C'est dans les points, donc c'est prévu, mais avant d'accepter la corruption, il y a quand même des efforts à faire. Alors, deux idées simples. Je change la taille de la page. Je veux réduire P sur delta, je descends P. Donc, j'ai des pages de 8 kg. Pourquoi elles font 8 kg? Qui a choisi 8 kg? C'était un truc qui a été choisi en 1995. Est-ce qu'en 2025, c'est encore une bonne idée? Probablement non. Et donc, je choisis 4 kg, par exemple, au lieu de 8 kg. Si je fais ça, ben, P sur delta, P fait diviser par 2, donc j'aurai plus qu'un x 40 au lieu d'un x 80. OK. Alors, le problème, c'est que ça nécessite de recompiler Postgres, et ce n'est pas très agréable. Il faut refaire un init, etc. Enfin, voilà, Postgres, il est câblé partout sur sa taille de page. Vous ne pouvez pas avoir des zones différentes ou des tables différentes avec des tailles de pages différentes. Donc, ce n'est pas très souple. Deuxième idée, vous pouvez écrire la page, mais vous la compressez, moyennant un petit algorithme de compression. Et donc, à ce moment-là, ça va prendre moins de place, par exemple la moitié. Et donc, du coup, vous réduisez l'espace que vous avez à écrire, et donc vous réduisez le volume, l'impact sur le volume. Donc après, effectivement, la solution, je n'écris pas full page write, et du coup, la question c'est, donc du coup, je remplace P par delta, donc du coup, j'ai aucun problème, tout va bien, c'est génial. Mais du coup, quel risque je prends réellement? Et ça, on aura une discussion tout à l'heure. Plus subtil, je ne fais pas de full page write tout de suite, je le ferai plus tard. Donc en fait, c'est le côté early qu'on essaye d'éviter. Mais alors du coup, comment on peut faire ça? Comment on peut éviter d'écrire la page? Et du coup, comment je retrouve mes petits si j'ai un problème? Ensuite, vous pouvez sortir du cadre en disant mais le problème c'est des entrées-sorties et votre bande passante d'entrée-sortie, c'est pas grave, vous allez voir votre fournisseur et je suis sûr qu'il va vous vendre une bande passante d'entrée-sortie moyennant des euros. Et ça marche très très bien et le problème se règle immédiatement. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais ça marche, voilà. Et puis, dernière remarque possible, Fabien, ton exemple, il est complètement crétin. Une base de données, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas à fond les manettes, pieds au plancher pendant que ça fonctionne. Donc, c'est n'importe quoi ton test. Donc, ce n'est pas la peine de se gratter la tête sur un test qui n'a pas de sens. Et du coup, il vaut mieux faire des tests avec un régime contrôlé de TPS plutôt que des tests à fond les manettes qui ne représentent aucun cas réel. Alors, clac, suivant, voilà. Donc, on va faire, justement, on va mettre un peu en situation ces différentes solutions. Donc, premier test, je fais du régime contrôlé. Donc, je fais un test à 37 000 transactions par seconde avec une latence maximale de 100 millisecondes. Donc, en plus, je limite la latence. Donc, si la base de données ne répond pas en 100 millisecondes, ce n'est pas gentil. Et si elle est en retard vraiment, je dis au client, ta transaction, je la jette, etc. Donc, j'ai le droit de perdre des transactions et je vais compter les transactions perdues. Première remarque qu'on a, quand tout va bien, tout va bien. Et puis, quand le checkpoint il démarre, ça se voit quand même. Ça, c'est pas, voilà. Alors, à part si on cherchait 5000 ou 10 000, et là, ça marcherait. Sinon, on a quand même un impact significatif. Donc, ça ne règle pas le problème. Si je fais le tri, on a, donc ici, on vise 37 000, mais on a ici quelques minutes de problème
où on a une dégradation des performances qui tendent gentiment vers 0. Et ici, on a les pages qui sont perdues, les transactions perdues. Et donc les transactions perdues, elles montent jusqu'à la moitié des transactions qui sont soit en retard, soit jetées parce qu'on était vraiment trop en retard derrière. Et donc on a au total 6,5% des transactions qui sont soit jetées, soit en retard. Donc ce n'est pas très bon et ça ne suffit pas pour régler le problème. Donc le réalisme ne suffit pas pour régler le problème. Deuxième test, je recompile Postgres et je prends des pages de 4 kilooctets. Et là, ça a complètement cafouillé mes tests, donc du coup, c'est moche. C'est moche. Et c'est très décevant. Et normalement, ça aurait dû être meilleur. Et dans la littérature, les blogs, les machins, à chaque fois que les gens essayent pour ce type de charge de faire des petites pages, ça marche vachement mieux. Eh bien, pas moi, pas ce jour-là, et je n'ai pas fait gaffe, et donc du coup, je n'ai pas refait les tests, et donc vous avez des données pourries, enfin un test pourri, c'est des choses qui arrivent. Et donc c'est pas... Mais normalement, c'est meilleur. Faites-moi confiance. Troisième technique, on fait faire de la compression. Alors, on a un truc qui s'appelle wall compression qui est prévu pour ça. Vous avez une valeur que vous pouvez mettre qui s'appelle PGLZ, LZ comme LampLZiv. Et ce qu'on voit, c'est que là, ici, on voit que ça descend moins, ça se passe effectivement mieux. Ça descend, on voit quand même les débuts de checkpoint, mais ça ne descend pas de manière abyssale. Si on trie, on voit qu'ici, on avait 3 minutes de bazar de performance vraiment assez dégradée. Ici, on est plutôt en dessous de la minute, peut-être 30 secondes, etc. Donc, on a quand même pas mal amélioré les choses. Et puis, par contre, ce qu'on voit, c'est que du coup, comme on compresse les pages, du coup, cette compression, elle va prendre de la CPU. Et comme notre régime O était limité par la CPU, ça veut dire qu'on aura moins de temps pour faire des transactions. Et ça se voit un peu parce que ici, le plateau, il est plutôt vers 47 000 transactions par seconde. Et ici, il est un petit peu plus bas, 45 000 transactions par seconde. Donc on a perdu un peu sur le plateau haut. Par contre, on a moins de crash, de problèmes sur les performances dégradées. Donc c'est quand même peut-être un bon compromis. Puisque je suis sur Lampel et Ziv, donc une petite pensée pour Jacob Ziv et Abraham Lampel, qui sont décédés il y a 2 ans. Ils sont décédés en 2023, à quelques semaines d'intervalle. Voilà, donc c'est l'histoire de l'informatique avec une page qui se tourne. Et donc j'aime bien mettre des photos de mes collègues chercheurs dans mes présentations, en espérant que dans longtemps, quelqu'un mettra ma photo. OK. Je suis très sérieux quand je fais cours, voilà. Donc après, on peut combiner les solutions. Donc ici, je vais à fond les manettes sans compression. Ici, je le fais un régime contrôlé avec de la compression. Et on voit que là, on a toujours ces petites baisses, mais c'est quand même nettement mieux. Si on regarde les taux, donc là, c'est les transactions. Donc là, on est à 36 000. On n'a vraiment pas beaucoup de pertes. Là, on a quelques points, mais c'est vraiment pas méchant. Si on regarde les transactions perdues, etc., ou qui arrivent en retard, il y en a 2,5% qui arrivent en retard, donc au-delà des 100 millisecondes. C'est nettement mieux que les 4% qu'on avait avant. J'avais aussi, avec les pages de 4 kilooctets, mais c'était le même désastre que tout à l'heure, donc je ne vous le montre pas. Ça n'a pas marché, et donc du coup, ça n'a pas contribué à réduire le problème. Donc ce n'est pas parfait, mais c'est significativement meilleur. Alors ensuite, on se dit, bon ben, ok, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème d'ailleurs? On parle de full page write. Donc là, j'ai fait un test avec une autre machine en désactivant full page write avec un régime contrôlé à 60 000 transactions par seconde. Et donc on voit là bien les débuts de checkpoint, et là on ne voit pas les débuts de checkpoint. Il y a quelques vapeurs au bout de 45-50 minutes ici, mais globalement, effectivement, c'est bien ça qui pose problème. On n'a pas ces chutes de tension au cours du test. Donc, on a bien identifié le problème avec des taux de perte. Donc ici, on a 2,1% de taux de perte. Ici, on a 0,2, et les 0,2, c'est plus les vapeurs à la fin. Et ce n'est pas le régime ici qu'on a pendant plus de 50 minutes où tout se passe extrêmement bien. Donc, c'est bien ça le problème. OK, donc discussion. Pourquoi on a full page write? Alors, première raison d'avoir
full page write qui est activé, eh bien, c'est la valeur par défaut dans la configuration. Et ça concerne la sécurité des données, et donc il faut être assez culotté pour changer une valeur qui concerne la sécurité des données et mettre off et y aller tranquillou. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que c'est la valeur par défaut. Alors, quand on avait des disques durs dans les années 80, c'était normal, en fait, ce full page write, parce que sur un disque dur, on va écrire un secteur et on va effectivement écraser les anciennes valeurs pour mettre les nouvelles valeurs exactement au même endroit. Donc, si on se plante en cours de route, effectivement, on va perdre le secteur, donc on va perdre les données, et on peut avoir une écriture tordue où je n'ai pas les nouvelles données, je n'ai pas les anciennes, et c'est le cafouillage. Voilà. Et donc ça justifie absolument d'avoir cette valeur par défaut on. Voilà. Sauf qu'un SSD, ça ne marche pas du tout comme un disque rotatif physique. En réalité, dans un SSD, il ne sait pas effacer des données, enfin il a beaucoup de mal à effacer des données, donc en fait il écrit toujours plus loin les nouvelles données. Donc en fait, il ajoute à la fin en fait, du SSD, ce qui fait que quand c'est plein, le SSD, ça peut avoir des performances absolument nullissimes. Si on arrive au bout et que le firmware n'a pas eu le temps de nettoyer, etc., ça peut être... voilà. Donc toujours est-il que ça suggère qu'avec un SSD, du coup, comme on n'écrase pas les données, du coup, ça n'a pas de sens d'avoir des turn write, etc. Donc ça, c'est un raisonnement qu'on peut faire. Vous me faites confiance, vous avez tort, parce que, en fait... SSD, les secteurs qu'on écrit font 512 octets, et les pages qu'on envoie, elles vont 8 kilooctets. Donc en fait, quand on envoie 8 kilooctets, il va faire 16 écritures sur 16 secteurs de 512 octets. Donc je pourrais imaginer qu'il y en a 13, 14 qui fonctionnent, il y en a 2 qui ne marchent pas, et du coup, plouf, et j'ai perdu mes données, et j'ai perdu mes 8 kilooctets en tout cas, et j'ai perdu leur cohérence. Donc ça suggère que même sur SSD, en fait, turn write, c'est peut-être possible quand même. Mais en fait, vous n'utilisez pas des SSD, enfin, à part si vous faites des tests sur un petit portable comme ça. En fait, vous utilisez des SAN, et vous avez un système RAID avec peut-être des SSD, peut-être pour que ce soit moins cher, vous avez des disques durs derrière avec des caches et des choses comme ça. Peut-être vous avez de la correction d'erreurs sur les écritures, sur les lectures, etc. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans cet objet un peu complexe ? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce que je peux prendre le risque, pas prendre le risque? Est-ce qu'il est possible de ne pas réussir à écrire ma page de 8 kilooctets, mais de perdre l'ancienne ou pas? Eh bien, ce n'est pas très clair. Voilà. Ensuite, personne n'a jamais vu un turn write sur un SSD. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu un turn write sur un SSD? Non. Voilà. Donc, c'est un événement que personne n'a jamais vu. C'est le signe noir. Il y a peut-être des signes noirs, ça ne marche pas, mais voilà. Donc, d'un point de vue statistique, c'est l'événement très rare. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai vu plein de fois, c'est un SSD qui s'arrête. Et là, ce n'est pas le problème de j'ai perdu une page, c'est j'ai perdu toutes les pages. Voilà, donc ça, je l'ai vu plusieurs fois avec un portable comme ça, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de redondance, il n'y a rien. Et donc, c'est j'attends la livraison, et bref. OK, donc le SSD sudden death, ça par contre, ça arrive. Et puis, si vous avez du stockage bloc chez un fournisseur, qu'est-ce qu'il a, lui? C'est quoi son matériel? Quelle garantie il a? Quel risque il a? Etc. Eh bien, vous n'en savez rien. Voilà. Donc, la déduction que vous pouvez faire sur le paramètre full page write, c'est peut-être c'est bien, peut-être ça ne sert à rien, on ne sait pas trop. OK. Donc là, si je vous ai mis le doute, c'est bon. C'est l'objectif. Alors après, remarque suivante, des motivations pour faire du full page write. Ouais, mais de toute façon, je fais de la réplication. Donc en fait, mes données, elles sont déjà sauvegardées ailleurs. Donc si ça plante, c'est pas grave, j'ai une réplica. Donc du coup, je m'en fous du full page write, puisque j'ai une réplica, j'ai déjà une double écriture. Haha. OK. Donc ça suggérait que peut-être off, c'est pas si mal si j'ai de la réplication. Alors la réplication en streaming, donc j'ai des perfs que j'ai ici. Alors là, je n'ai pas avec full page write off. Donc j'ai un serveur tout seul avec du full page write et de la compression. Donc on voit que ça se passe pas trop mal. Alors, il y a quand même des petites vapeurs, mais ça tourne. Et puis ici, j'ai la même chose avec le même 60 000 transactions par seconde en remote apply. OK, ouais, c'est bon. Avec du remote apply sur le comment dire, le secondary.
Et bon, c'est aussi moche, c'est pareil, mais c'est pas plus mauvais. Voilà. Donc là, ça suggère quoi? On a à peu près les mêmes TPS. On a peut-être vaguement un peu plus de problèmes, mais pas de manière catastrophique non plus. Les taux de perte sont assez semblables. Et donc, on a l'impact de la streaming replication semble pas trop catastrophique. Ce qui suggère que, alors que je suis quand même en remote apply, qui est, voilà, donc soit j'ai mal fait mes tests, ce qui est toujours possible, soit ça va en fait, et du coup je peux avoir confiance et je ne perds pas trop de perf en fait à faire ça. Et donc ce que vous attendez tous, c'est du coup je vais pouvoir faire la réplication avec full page write off. Et là, vous n'avez pas de chance, c'est parce que les tests, je ne les ai pas retrouvés. Enfin, j'avais 11 gigas de traces et je n'ai pas retrouvé ce truc-là, je ne l'ai pas refait tourner. Et donc, vous me faites confiance, ça marche. De toute façon, la sauvegarde des données, c'est une histoire de confiance, hein, donc du coup, c'est normal. OK, alors, imaginons qu'on tienne quand même à ce full page write. Je pense que ce que fait le checkpointer n'est pas super intelligent et qu'on peut faire mieux. Et donc, je vais essayer de vous l'exposer, toujours avec mes petits dessins que j'ai passé du temps à faire, donc j'espère qu'ils seront compréhensibles. Donc on est dans la même situation que tout à l'heure, on a débarré la base de données, on a un worker, non c'est le C, c'est n'importe quoi ici, ah oui, non, parce que c'était à la suite, ok bon. Donc je suis dans un checkpoint, j'ai écrit la première page, là j'ai un worker qui modifie la deuxième page, et puis j'ai un deuxième worker qui modifie la deuxième page, et là ce que je propose c'est qu'au lieu d'écrire le delta, il écrit deux deltas. Il écrit le delta pour passer de l'état 1 à 2, et il écrit le delta pour passer de l'état 2 à 1. C'est-à-dire qu'il écrit un delta pour aller dans les deux sens, bidirectionnel. Et en échange, du coup, il n'écrit pas la page de manière précipitée dans le wall. Elle sera écrite plus tard. Mais je le paye un petit peu parce que, du coup, il faut que je puisse pouvoir revenir en arrière si je veux faire du point in time recovery, par exemple. Ensuite, j'ai la deuxième page qui est écrite, donc dans le wall, et voilà. Mais ça, c'est une écriture qui est ordonnée, ça prend du volume, mais c'est tranquillement, bien étalé, etc. Donc ça ne va pas faire des sauts de performance. Ensuite, j'ai les workers qui continuent à faire leurs petites modifications, ici sur des pages qui ont déjà été écrites par le checkpointer. Et puis, j'ai la troisième page qui est écrite. OK. Donc là, moyennant ce double delta, donc ce bidirectionnel, je peux récupérer les différents états en partant de la fin et puis remonter ou des choses comme ça. J'ai moyen de retrouver mes données. Par contre, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est première idée des deltas bidirectionnels. Deuxième idée, c'est qu'en fait, dans certaines conditions, on sauvegarde la page alors qu'en fait, on n'a absolument pas besoin parce qu'elle est déjà dans le wall précédent et le wall précédent, on ne l'a toujours pas jeté parce qu'il est encore actif. Donc là, j'ai le checkpointer qui démarre. Ici, j'ai deux pages qui ne sont pas à jour par rapport aux écritures disques. Donc j'ai deux pages à écrire. Donc il va y avoir deux instants où je vais écrire mes pages sur le disque. J'ai un worker qui commence à modifier une page. Il écrit son petit delta et là, il n'écrit même pas de données bidirectionnelles. Et il n'écrit pas la page. Voilà, donc il écrit juste son delta comme si de rien n'était. OK. Alors, il faudra que j'explique pourquoi c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Parce que si j'ai un problème un peu tout à l'heure, qui va être juste là, voilà. Donc ici, j'ai le checkpointer qui doit écrire la page 4. Il l'écrit, il ne la met pas dans le wall. Pourquoi il ne la met pas dans le wall? Parce que le segment précédent de wall, il est toujours actif. Hein, je ne l'ai pas jeté, je n'ai pas le droit de le jeter de toute façon. Et que si je merdouille et que j'écrase les données, ce n'est pas grave parce que dans le précédent, j'ai déjà fait une sauvegarde de la page, juste dans le segment précédent, et j'ai tous les diffs pour reconstituer si besoin. Donc en fait, si je fais une sauvegarde ici de la page, c'est redondant par rapport à celle qui a déjà été faite ici. Ensuite, je continue. Donc là, j'ai un delta, un autre delta. Deuxième écriture de page, même chose, je ne l'écris pas. Si ça cafouille, j'écrase la donnée 1, je l'ai perdue, ce n'est pas grave, elle est ici, je peux reconstituer. Voilà. Et puis ici, j'ai un worker qui modifie une autre page et le checkpoint suivant qui démarre. Donc là, cette deuxième idée, c'est de dire qu'on a le droit de réutiliser le segment précédent, et quand on est de toute façon en train de faire un checkpoint, le segment précédent, c'est déjà la sécurité dont on dépend. Donc du coup, le fait de rajouter une deuxième sécurité n'est pas utile.
Alors par contre, pour le suivant ici, là, lui, il n'aura pas le précédent. Donc là, peut-être, il faudra qu'il le fasse. Voilà, et on repart dans la situation précédente. Mais du coup, on a moins de trafic à certains moments. Alors l'impact sur les performances, donc en fait du coup les full page writes, ils ont lieu aux instants prévus et jamais en avance. Et donc ça évite les problèmes de pointe, de catastrophes, etc., les dégradations. Et du coup, j'ai même pas besoin de les enlever parce que ils ont lieu, mais ils ne sont pas un problème parce qu'ils sont étalés, ils ne sont pas concentrés dans certains moments. Deuxièmement, les deltas bidirectionnels, ils vont prendre plus de place. Donc ça veut dire que je vais doubler mon traffic wall par rapport à la normale. Mais c'est toujours moins que x80. x2, c'est moins que x80. Vous êtes d'accord avec moi. Donc ça, c'est bon signe. Si je dois faire un replay, je dois utiliser 2 buffers. Cela dit, les 2 buffers sont déjà nécessaires pour le replay. En plus, j'en ai besoin uniquement si mon full page write a échoué et l'écriture dans l'espace data a échoué et je vous ai dit que personne n'a jamais vu un échec. Donc du coup, ce n'est pas un événement fréquent. Et si par contre je veux faire un point-in-time recovery, là ça va être plus compliqué. Qui a déjà fait un point-in-time recovery en production parce qu'il en avait besoin? Ok, 1, 2, 3, 4. Donc une petite partie de la salle, vous faites ça tous les 3 mois, tous les 6 mois? Tous les 6 mois. Ah quand même, tous les 6 mois, ok. Pendant ces 6 mois, combien de checkpoints ont eu lieu? Voilà, donc qu'est-ce que vous devez optimiser? Le temps de point-in-time recovery ou le temps du checkpoint et le fonctionnement du checkpoint. Donc de mon point de vue, il faut optimiser l'événement fréquent au prix éventuellement de ralentir, de compliquer l'événement rare. Bon, mais c'est une position personnelle. Donc pour conclure, donc vous appelez Visa, vous avez des TPS, 1700 en moyenne, des petites pointes à 65 000. Alors c'est des transactions financières, c'est peut-être plusieurs transactions de base de données, hein. Faut peut-être pas trop simplifier quand même. Enfin bref, vous avez besoin de performances soutenues. Et donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous allez mettre en marche la wall compression et penser à Yakov Ziv et Abraham Lempel. Vous allez, malgré l'absence de preuves, vous allez envisager d'avoir des pages de 4 kilooctets. C'est pas très scientifique là ce que je fais. Là. Je suis désolé pour les standards académiques, mais là c'est la loose. Si vous avez plein de pognon, vous achetez des IOPS et votre fournisseur de cloud vous fait un grand sourire. Et il est très content. Ça coûte super cher, enfin, je trouve. Et puis éventuellement, vous avez écouté Fabien et vous dites mais il a raison, full page write, je fais de la réplication, ça sert à rien, donc je peux l'arrêter. Ou alors, ouais, mon SSD RAID, recovery, code correcteur d'erreur, il marche pour de vrai, et donc j'ai confiance, donc j'en ai pas besoin. Ou alors, vous pensez que vous avez de la chance. Et en général, les DBA, ils ne pensent pas qu'ils ont de la chance. Mais bon, voilà. Mais peut-être vous pouvez faire confiance aux autres. Et puis, dernière possibilité, vous attendez une amélioration du checkpointer. Donc, si vous êtes prêt à sponsoriser cette activité, n'hésitez pas. Mais il y a un peu de boulot. Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez quelques questions. Des questions? Il était mieux mon slide. Hein. Il y a des conseils, donc ça imprime le... On a le temps pour des questions. Personne? J'aurais fait peur. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à poser vos questions juste à côté. On va aller faire une pause. On se retrouve d'ici 40 minutes pour le prochain talk qui sera Louise, qui va nous parler de statistiques. À tout de suite.